Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la formation React.js où on reprend les fondamentaux du code ensemble. Alors avant de plonger dans cet excellent framework de génie, on va faire un petit rappel des bases indispensables en HTML, CSS et JavaScript. Ces fondamentaux sont super importants pour que tu puisses bien comprendre et maîtriser la suite de la formation. Je te rappelle que toutes les vidéos de la formation sont disponibles dans une playlist, tu as le lien en description et qu'il est important de commenter les vidéos pour que moi aussi je m'améliore. Si tu es prêt à démarrer, on attaque ça comme d'habitude directement. Alors, les fondamentaux à connaître avant de développer avec React.js. On va être un petit peu sur de la théorie. Donc, il y a une petite mise en garde. Ici, on n'est pas sur une formation complète. Okay, on ne va pas apprendre les langages HTML, CSS, JavaScript. C'est des langages qui sont bas niveau. Je t'ai expliqué dans l'introduction de cette formation. C'est des choses que tu dois connaître, c'est des choses que tu dois apprendre par toi-même. Si tu ne connais rien à tout ça, je te propose de me laisser un petit commentaire pour m'indiquer que c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu souhaiterais une formation complète et détaillée là-dessus. Ici, nous, on va surtout revoir un petit peu les bases d'Internet, du HTML, CSS et JavaScript pour qu'on ait une première mise en bouche et qu'on puisse attaquer directement dans le prochain épisode la création de quelque chose avec React et qu'on puisse après empiler les connaissances de ce langage pièce après pièce. Ok ? Alors, commençons par le concept d'Internet et du rendu de page web. Alors, Internet, déjà, c'est quoi ? C'est un réseau mondial qui connecte des millions d'ordinateurs ou de téléphones lorsque tu veux visiter un site web. Ton ordinateur envoie une demande, on appelle ça une requête, à un serveur via Internet. Le serveur est comme un méga ordinateur qui va en fait héberger, stocker des sites web. Alors, c'est quoi un site web dans son ensemble ? C'est des fichiers médias, ça peut être des images, des sons, des vidéos, et puis ça va être aussi des documents informatiques ou ce qu'on va appeler, nous, le code. Alors, Internet, c'est vrai que je me suis posé la question de comment est-ce qu'on représente Internet, et à chaque fois que j'ai fait des recherches, je suis toujours tombé sur des photos ou des illustrations qui représentaient en fait une espèce de gigantesque toile d'araignée. Oui, c'est un peu ça, c'est quand même un réseau neuronal, finalement, c'est des liaisons entre plusieurs choses. Donc finalement, Internet, c'est en fait un réseau électrique, tout simplement, qui va être soit filaire, soit par onde, et qui va communiquer avec tous les ordinateurs, tous les systèmes, en fait, qui ont besoin d'utiliser Internet. Alors, on a parlé de serveur. Qu'est-ce que c'est ? Un serveur, c'est en gros, pour schématiser, un gros ordinateur qui est spécialement conçu et qui stocke les fichiers d'un site web. Donc comme du texte, des images ou du code. Quand ton ordinateur envoie une requête, donc quand il fait une demande, quand il envoie une requête, le serveur répond en envoyant les fichiers. On appelle ça d'ailleurs une réponse. Il va renvoyer les fichiers du site web que tu veux, toi, consulter. Alors ensuite, quel est le rôle de l'ordinateur et aussi du navigateur, qui lui-même est un logiciel ? Finalement, ton ordinateur, aussi appelé client dans ce contexte très précis, va recevoir les fichiers du site web envoyés par le serveur. Le navigateur, lui, qui va être Chrome, Firefox ou Safari, va être le programme sur ton ordinateur qui va lui-même interpréter le code, les fichiers images HTML, CSS ou JavaScript qu'on va lui transmettre. Et donc, c'est lui qui va l'interpréter en une page web qu'un humain peut apercevoir et avec laquelle il peut interagir. Donc ça, c'est très important parce que tu le sais forcément, l'informatique, c'est des 1 et des 0, d'accord ? C'est du code binaire. Tout ça, en fait, c'est des couches d'interprétation à chaque fois pour qu'on puisse se comprendre. Mais un ordinateur, lui, va interpréter ton code très différemment de toi. D'accord ? Donc tout ça, finalement, c'est un système de traduction pour qu'un ordinateur puisse lire quelque chose, qu'un être humain puisse le voir, l'apercevoir, qu'un développeur, lui, puisse le programmer, etc. Donc c'est pour ça qu'on a plein de langages, mais au final, c'est toujours la même chose, c'est du code binaire. Alors ici, on va avoir un petit peu le processus simplifié pour afficher une page web. Donc tu tapes l'adresse d'un site web dans ton navigateur. Okay, donc en théorie, tu es sur ton ordinateur, tu ouvres ton navigateur et première remarque, alors ça peut paraître dérisoire pour ceux qui ont l'habitude et qui connaissent. Par contre, ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est toujours une bonne piqûre de rappel à comprendre. C'est qu'à ce niveau-là, le navigateur, lui, ne fait rien. C'est-à-dire que le navigateur, il est préconçu pour ouvrir un site web à l'origine. Donc souvent, on a Google, on peut avoir d'autres sites web qui vont s'ouvrir par défaut avec le navigateur, tout va dépendre de ta configuration. Mais dans le principe, c'est pas ton navigateur que tu utilises pour faire des requêtes, c'est un site web. Google est un site web. Okay, Google est un site web qui ne va pas te permettre d'acheter des choses comme sur Amazon. C'est un site web qui va permettre de référencer l'intégralité des sites web qui sont présents sur Internet. Il va les stocker, il va faire son truc. Voilà, c'est le site qui fait ça. Et donc, en fait, ton navigateur, lui, va ouvrir un site et c'est grâce à ce site qu'on va faire des requêtes.
Donc, lorsque tu ouvres un navigateur, tu es déjà en réalité sur un site web. Ton navigateur a déjà fait une requête vers le serveur de Google pour te renvoyer le site de Google par l'intermédiaire duquel toi, tu vas faire une recherche pour atterrir sur d'autres sites. Ok, donc c'est quand même important de le signaler. Ton navigateur, lui, envoie une requête à un serveur pour obtenir le site. Le serveur envoie des fichiers du site web à ton navigateur et ton navigateur affiche ces fichiers sous forme de page web. Ok, c'est ce qu'on voit ici dans l'illustration. Donc la notion fondamentale à retenir, c'est que le navigateur utilise lui-même en réalité un site web. Le serveur renvoie un site web, mais le site web, lui, affiche une page web. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le navigateur va demander l'intégralité du site, mais le navigateur ne va pas t'afficher l'intégralité du site. Il va t'afficher ce qu'on va appeler, par exemple, la page d'accueil. Et sur cette page d'accueil, tu vas pouvoir aller sur une page secondaire. D'accord ? Tu vas pouvoir aller sur la page de contact, sur la page de réseau, de blog, etc. D'accord ? Donc, on ne t'affiche pas tout de suite le site web, mais on va plutôt parler de page web. Alors, je t'ai mis un petit schéma qui va illustrer le processus de rendu qui est très simple et que tu verras de partout. On va commencer avec l'ordinateur et donc le navigateur intégré. On va donc taper l'URL d'un site internet ou une requête sur Google pour retrouver plusieurs sites. On va cliquer sur un lien par exemple. Et ça va déclencher une requête. Donc on va faire un appel ici par internet qui est symbolisé par cette illustration. On va faire une requête qui va passer via internet et qui va arriver sur le bon serveur. Le serveur, lui, va chercher ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire le site internet, et va envoyer ce qu'on va appeler une réponse. Donc, quand il va envoyer sa réponse, il peut très bien envoyer une réponse négative, d'accord ? Il y a des statuts dans tes réponses. Et donc, tu peux très bien avoir une réponse positive, ou dans quel cas, il va nous envoyer les informations, mais il peut très bien renvoyer des erreurs. Tu verras une erreur arriver sur ton navigateur. Donc, dans le cas le plus courant où la réponse est positive, il va renvoyer donc des fichiers médias, des fichiers HTML, CSS, JavaScript, tout le package complet du site internet à ton ordinateur. Et ton ordinateur, lui, va tout simplement afficher le site. Alors, quel est le rôle du développeur web globalement ? Un développeur web crée et maintient des sites web, donc applications également. Il s'assure que les sites sont fonctionnels, esthétiques et performants. Il peut se spécialiser en front-end ou en back-end. Il peut aussi faire les deux. Et là, dans ce cas-là, on appelle ça un full stack. Ça, on l'a vu dans l'introduction de cette formation. On va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc, le front-end, c'est quoi ? C'est la partie visible du site web, celle que les utilisateurs voient et avec laquelle ils interagissent. Donc, toi, quand tu vas sur un site internet, c'est clairement ce que tu es en train de voir sur ton écran. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie front, la partie front-end. Le développeur front-end utilise des langages de programmation comme HTML, CSS et JavaScript, et puis ensuite React et d'autres, j'en passe. Donc ça va servir pour créer l'interface utilisateur. Quand on parle d'interface utilisateur, c'est vraiment l'interface que l'utilisateur va utiliser pour utiliser le site. D'accord ? Donc quand tu es sur Google et que tu cliques sur un champ de recherche, c'est ça l'interface utilisateur. Il s'assure que le site est beau, fonctionnel et responsive. Responsive, c'est adapté à toutes les tailles d'écran. L'objectif du développeur front-end, c'est évidemment que l'interface utilisateur soit bien pilotable et soit belle. C'est pas lui qui va nécessairement créer le design. C'est-à-dire que ça va être un sous-métier du web, qui va plutôt être un designer web, qui va lui créer des interfaces, qui va les dessiner. D'accord ? Le développeur, lui, il va prendre cette interface et il va la développer. D'accord ? Il va programmer, il va créer le code, il va créer le site, tous les fichiers que le serveur, lui, va renvoyer. Ok ? C'est le rôle du développeur. Donc, le développeur front-end va faire de la conception d'interface, il va faire de l'interaction avec les utilisateurs. Donc, quand on va parler de conception d'interface, on sera plutôt sur des langages qui font simplement du squelette, qui vont faire de l'affichage, l'HTML et le CSS. En revanche, dès qu'il va y avoir besoin de faire de l'interaction avec l'utilisateur, là, on va créer ça avec du code JavaScript. Et nous, on va voir tout de suite dans cette formation qu'on va utiliser React, qui, comme je te l'ai expliqué, est une librairie de JavaScript. D'accord ? Donc, si tu as besoin d'afficher un corps de page et de le styliser, tu vas utiliser ces deux langages-là. Si tu as besoin de créer des actions, d'accord ? Si par exemple, je clique sur un bouton et puis en fait, l'image va basculer de droite à gauche, on va avoir un slider d'image, etc. Ça, c'est des choses qu'il va falloir programmer dans un langage différent. Chaque langage va avoir en fait une incidence sur ta programmation. On va avoir par exemple de la gestion des formulaires, de l'animation, etc. Ensuite, tu vas avoir la partie back-end. La partie back-end, d'accord, qui est derrière. Donc, c'est un petit peu la partie cachée du site, d'accord ?
C'est ce qu'on appelle en gros les coulisses. Si tu regardes un iceberg, en fait, c'est la partie immergée dans l'eau, c'est la partie qu'on ne voit pas, mais la partie qui existe et qui fait que l'iceberg que tu vois, lui, reste à la surface. Donc le développeur back-end va gérer la logique du serveur, les bases de données et les requêtes des utilisateurs. Il s'assure que les données sont bien traitées et sécurisées. Il utilise lui par contre des langages de programmation différents, comme PHP, Python, Ruby ou Node.js. Okay, un back-end ne va pas utiliser React. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est plutôt de la gestion de bases de données, du traitement des requêtes côté serveur, de l'authentification, le fait de s'authentifier à un site web, une application, mettre un email, un mot de passe, etc. Gérer des sessions et plus encore, ok. Le front-end, en général, communique avec le back-end pour envoyer et recevoir des données, par exemple lors de la soumission d'un formulaire. Okay, c'est le back-end qui va créer les outils pour qu'on puisse recevoir les données, mais le front-end, lui, va utiliser ces outils sur son interface pour pouvoir communiquer avec lui. Okay, donc c'est le front qui communique avec le back et jamais le back qui communique avec le front. C'est pour ça que dans une hiérarchie d'entreprise, dans un projet, le back-end va d'abord travailler en priorité pour créer les outils dont va dépendre le front-end. Okay, donc le front dépend beaucoup du back, le back rarement du front. C'est très important à comprendre. Alors, maintenant que tout ça est dit, on va parler un petit peu des langages bas niveau, HTML, CSS, et puis ensuite le JavaScript. On va faire une petite introduction à tout ça pour que tu puisses un petit peu remettre de l'ordre dans tes esprits si c'est pas assez pointu pour toi. Le HTML. Premier rappel, le HTML est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web. Donc là, ça sert à rien de se prendre la tête si c'est trop flou pour toi. Ici, on parle de squelette. Okay, c'est le squelette d'un site web. Il définit les éléments tels que les titres, les paragraphes, les liens, les images et bien plus encore. Donc si tu as besoin d'écrire des choses et de composer la structure, le squelette de ton site, tu utilises le langage HTML. Le langage HTML va être utilisé tout au long de cette formation. Il va être mixé à React, puisque je t'ai expliqué dans l'introduction qu'on va pouvoir justement écrire du HTML avec React. Donc on va faire des combinaisons pour créer le squelette et pour ça on utilisera le HTML. Alors la syntaxe de base, c'est des éléments HTML sont définis par des balises entourées de crochets angulaires. Okay, donc quand tu parles de balises, tu utilises ce symbole-là, d'ouverture et de fermeture. Une balise ouvrante, par exemple, la balise tag, va être contenue entre ces deux crochets angulaires, va comprendre le nom de la balise, ici tag, et ça c'est une balise d'ouverture. Donc on va ouvrir notre balise pour écrire quelque chose à l'intérieur. Et ensuite on aura la même balise qui elle va être fermante et qui va simplement avoir un slash ici pour entourer le contenu. On voit ça tout de suite après. Certaines balises peuvent être auto-fermantes, comme par exemple la balise image, où elle n'aura pas de fermeture. On n'aura pas une ouverture, une fermeture, on aura directement une ouverture, une fermeture directe à ce niveau-là. Ok, donc ça c'est le concept de base à savoir sur la syntaxe HTML. Alors ici je vais te montrer une structure HTML purement simplifiée pour qu'on puisse un petit peu remettre de l'ordre dans nos idées. Ici on va avoir une balise doctype et puis ensuite ici on va voir tout de suite une balise HTML ouverte et une balise HTML fermée qui est représentée avec le slash. Et donc tout le contenu de notre page va être contenu dans cette balise d'ouverture et de fermeture. On va avoir le même schéma avec la balise head qui, elle, va comprendre l'entête de notre site internet où on va pouvoir retrouver une balise de titre dans laquelle on va retrouver le titre de la page. Ici, on va avoir une première balise body qui va comprendre le corps du site, d'accord ? C'est des choses que tu dois connaître. Et ici, on va retrouver par exemple un titre H1, un paragraphe, un lien avec une adresse. Ça compose le squelette de notre microsite. Ici, on a un H1 qui est un titre de premier niveau, le P pour le paragraphe de texte, le A pour le lien hypertexte et l'attribut href qui en fait va spécifier l'URL de destination lorsqu'on va cliquer sur ce lien. Okay, donc on a une balise A avec un attribut href et une valeur. On voit qu'ici la balise est fermée à ce niveau-là et on referme la balise du lien à ce niveau-là. Et donc tout ce qui va être compris à l'intérieur sera le lien. Okay, c'est comme ça que fonctionne le HTML. Donc évidemment, il faut connaître le langage de programmation ainsi que l'entièreté de ces balises, de sa structure, pour pouvoir avancer dans cette formation. Mais ici, c'est une piqûre de rappel. Alors le CSS, on va essayer de faire la même chose. Pour rappel, le CSS, c'est utilisé pour styliser et mettre en forme le contenu d'une page HTML.
Donc le HTML était le squelette, le CSS, lui, est la peau d'un site web. Il permet, entre guillemets, de définir des couleurs, des polices, des marges, des alignements. En gros, de constituer un style, un thème, d'accord? La syntaxe de base du CSS est constituée de règles qui sélectionnent des éléments HTML et leur appliquent des styles. Donc une règle CSS a un sélecteur suivi de blocs de déclaration qui sont les accolades. Donc tu vas avoir un bloc dans ton code que tu vas appeler par exemple premier élément. Et ben, tu vas pouvoir sélectionner cet élément en indiquant son nom, donc premier élément, suivi de ce bloc de déclaration. Et à l'intérieur, tu vas avoir chaque déclaration avec une propriété et une valeur. Par exemple, la propriété color dans ce bloc de déclaration, on va lui assigner la valeur red pour lui dire que l'élément 1 va avoir, le texte aura une couleur qui sera rouge. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir styliser un bloc très précisément. Alors ici, je te montre le même type de code, d'accord? Donc ne te méprends pas. Ici, on est toujours dans du HTML. On a simplement rajouté à ce niveau-là un élément de style. Donc tu vois tout de suite que le CSS est en fait un ami du HTML et sera un langage différent, mais qui va cohabiter. Donc ici, on a tout simplement rajouté un élément style à notre document HTML par défaut, où là, on va retrouver des déclarations. Par exemple, ici, la première déclaration, donc comme on l'a dit, on va l'appeler body, donc qui va faire référence à la balise qui s'appelle body ici. Donc ce qu'on va mettre à l'intérieur va uniquement être utilisé pour le bloc qui a à l'intérieur de body, d'accord? C'est comme ça qu'on fait une sélection. Ici, on a par exemple indiqué qu'on voulait un background color, donc une couleur de fond, light blue. On peut avoir la même chose avec le H1, puisqu'ici on l'a vu, un titre H1, où on va pouvoir lui assigner une couleur blanche et un alignement de texte centré. Même chose avec le paragraphe, qui est ici, où on va retrouver une taille, par exemple, de texte, avec une couleur de texte. Ok, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc là, ici, on parle toujours de programmation bas niveau. C'est des choses que tu dois connaître à ce stade. Alors, le JavaScript maintenant. Pour rappel, le JavaScript, c'est un langage de programmation un petit peu plus haut niveau qui permet d'ajouter de l'interactivité à une page web. Il peut être utilisé pour manipuler les éléments HTML et réagir aux actions de l'utilisateur. Donc tout à l'heure, on l'a vu, on avait un code HTML qui était le squelette, on avait du CSS qui était finalement le design, la peau, la couleur, le style de notre page, de notre site web, mais c'est pas des langages avec lesquels on va pouvoir interagir. On va pas, par exemple, pouvoir modifier des choses. On va pas pouvoir faire disparaître des éléments, faire clignoter des choses. D'accord? Ça va être très complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'on va utiliser un nouveau langage de programmation qui lui aussi va se substituer au HTML et au CSS. D'accord? C'est vraiment 3 langages de programmation qui chacun va nous permettre de réaliser des tâches très précises. Alors, la syntaxe de base du JavaScript, les scripts JavaScript peuvent être intégrés directement dans une page HTML, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer, à l'aide de la balise script. On verra plus tard que, évidemment, on va avoir ensuite une architecture pour avoir la possibilité de s'y retrouver, puisque dès lors que tu vas commencer à rentrer sur des projets fastidieux, très gros, volumineux, avec beaucoup de code, beaucoup de scripts, il va falloir trier les choses et faire en sorte de déplacer les éléments. C'est des choses qu'on verra bien après, hein, d'accord, bien à la fin de cette formation, puisqu'ici notre objectif c'est juste de faire fonctionner les choses. JavaScript est un langage basé sur des événements et on peut écrire des fonctions pour répondre à ces événements. Alors c'est vrai que j'aurais pu en mettre plus, mais il y a aussi des notions de variables, d'accord? Tu peux assigner des variables et pouvoir changer les valeurs de tes variables, faire des calculs, etc. Mais vraiment, le concept le plus important à retenir, c'est qu'il va y avoir des événements et qu'on peut écrire des fonctions. Et que chaque fonction va avoir justement une fonction. Comme par exemple le fait de cliquer sur un bouton, pouvoir écrire une fonction en disant lorsque je clique sur ce bouton-là, tu dois faire ça. Disparaître le texte, changer la couleur du texte, etc., etc. Alors ici, je te mets encore une fois un exemple avec JavaScript. Encore une fois, JavaScript a été implémenté dans une structure HTML qui là, pour le coup, ne comporte pas de CSS, mais on aurait pu garder notre exemple de tout à l'heure avec du CSS. Okay? Donc l'élément de JavaScript va se concentrer à ce niveau-là. Donc ici, on va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ouvrir les balises de script et on va écrire une fonction. On va nommer cette fonction changeText, par exemple,
Et on va, à l'intérieur des accolades, définir qu'est-ce que cette fonction doit exécuter. Alors, ici, on va chercher dans le document, on va chercher get, ok, l'élément via son ID, je t'en parle dans 2 secondes, qui s'appelle démo. À l'intérieur du HTML, on va souhaiter modifier donc ce texte par celui-ci, texte modifié. Donc ici, il y a plusieurs choses à comprendre dans ce micro-contexte. Premièrement, ici, on n'a fait que déclarer une fonction qui se charge d'effectuer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que la chose sera effectuée. Okay, on a une fonction qu'on pourrait appeler un outil. T'imagines une boîte à outils, tu as besoin d'un tournevis, le tournevis est dans ta boîte à outils. Mais ça ne veut pas dire que la vis va se visser avec le tournevis. Non, pour ça, il va falloir que tu prennes l'outil et que tu crées l'action de tourner pour visser ta vis. D'accord ? Mais ici, on a créé donc notre outil. Le meilleur moyen pour nous de définir sur quel élément on agit, c'est de donner ce qu'on va appeler des ID. Donc ici, par exemple, j'ai créé dans cette petite démonstration un paragraphe qui comprend le texte original. J'ai assigné un ID à ce paragraphe dans la balise de paragraphe afin de pouvoir cibler non pas tous les paragraphes de mon site web, de ma page HTML, mais vraiment le paragraphe qui comporte l'ID démo. Je pourrais avoir 2 paragraphes, ID démo 1. De cette manière, je vais pouvoir le cibler. C'est ici que je cible mon ID démo. Donc, en indiquant ça, je vais pouvoir m'adresser à ce paragraphe très précisément. Et je vais simplement lui demander, par l'intermédiaire du langage JavaScript que tu es censé connaître à ce stade, de modifier le texte qui va être compris à l'intérieur de ce paragraphe, donc ici texte original, par texte modifié. Alors ensuite, comment on va déclencher, d'accord ? Là, ici, on a simplement ciblé, on a écrit une fonction, on a créé un outil, et ici, on a ciblé quel va être le texte à modifier. Et bien, on va utiliser ici le terme onClick, donc au clic sur ce bouton, je veux jouer la fonction qui, elle, va s'appeler changeText. On aurait pu l'appeler comme on veut, et c'est d'ailleurs justement toute la force de la programmation, c'est que c'est au développeur de créer cette interaction justement, de créer les cibles pour pouvoir cibler ces éléments, le nom de ces fonctions pour pouvoir créer des actions. Et donc ici, au clic sur le bouton, on va simplement exécuter la fonction changeText, qui s'appelle changeText ici, qui elle-même va cibler le paragraphe démo et faire ce qu'on lui demande. Donc onClick ici est un attribut qui déclenche une action JavaScript lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Document.getElementById démo sélectionne l'élément avec l'ID démo. Et innerHTML, lui, est un outil du langage JavaScript qui nous permet par exemple ici, dans ce contexte, de changer le contenu de l'élément. Tout simplement. Alors petite note, ces exemples de base te montrent comment structurer une page web avec HTML, la styliser avec CSS et y ajouter une forme d'interactivité avec le langage JavaScript. Donc, tu l'auras compris, ici ce n'est pas une formation sur ces langages-là, mais une piqûre de rappel pour te montrer le rôle de chacun et comment il s'utilise. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est analyser un site web avec notre navigateur, une console et l'élément de notre console. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va ouvrir la console d'un navigateur. Donc si tu ne sais pas comment ça marche, il y a des raccourcis autant sur Mac que sur Windows. Bon, je ne les connais pas tous par cœur, je connais celui de Mac. Ici, tu peux te rendre à ce niveau-là dans ton navigateur, chercher un petit peu le panneau des outils, si tu préfères, parce que ça va dépendre de ton navigateur également. On va se rendre par exemple dans plus d'outils. Et ici, on va utiliser ce qu'on appelle du coup les outils de développement. Donc ici, tu vois, moi j'ai mon raccourci sur Mac. Et j'ouvre ma console. Donc ma console, elle, va avoir plusieurs outils à l'intérieur. On en passera en revue plusieurs dans la formation, mais là, on va se concentrer sur Éléments. Éléments, c'est un outil de ton navigateur qui va te permettre d'observer un petit peu le code source, donc vraiment le code qui va être écrit pour générer un site internet. Donc là, on est sur un site qui est globalement assez complexe. Donc tu verras que par la suite, on fera des choses plus simples pour essayer d'isoler un petit peu les sections. Mais si on referme un petit peu tout, on se rend bien compte qu'ici, on a notre élément doctype, celui qu'on a vu précédemment. On a une balise HTML qui comporte un attribut de langue, pourquoi pas. On a le header dans lequel on va injecter des éléments qui sont compris dans l'entête du site web, d'accord ? Donc à comprendre qu'ici, c'est des éléments qui ne se voient pas nécessairement, sauf certains, on va le voir tout de suite. Et notre balise body qui, elle, va comprendre le corps de notre site. Alors si par exemple je l'ouvre, on va retrouver par exemple ici une div à l'intérieur, donc c'est une balise HTML
qui va apporter d'ailleurs un ID, hein, on vient de le voir, dans lequel on va voir des éléments. Par exemple, ici, je vais pouvoir surligner cet espace-là et je vois qu'ici, cette balise-là va comprendre que cette section-là du projet. Si j'ouvre à ce niveau-là, je clique et j'ouvre, je vais pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans les balises. Là, je vois que j'ai 2 balises. Puis si je rentre dans celle-là, je vois que j'ai un H1, ça on l'a vu aussi tout à l'heure. On a vu qu'on pouvait avoir des classes avec du style, etc. Ça, c'est des choses qu'on verra vraiment par la suite en manipulant. Mais tu es censé connaître un petit peu tout ça. Donc, la console élément, elle, va nous permettre d'observer un petit peu tout ça. C'est quelque chose qu'on utilisera souvent dans la formation. Si je me rends par exemple dans l'head, dans le header, je vais retrouver la balise titre avec Coders Monkey, l'application des singes coders by Remote Monkey. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on va pouvoir apercevoir en haut du navigateur. Ici, ça va être le titre de notre page. Ça va être ici le titre qui va être retrouvé dans l'onglet. Alors, on peut avoir la même chose au niveau de Google, par exemple. Ok, donc si je fais par exemple une recherche sur Coders Monkey, je vais avoir donc un affichage de résultats. Ici, je suis bien sur un site. Mon navigateur est déjà sur un site web. C'est juste que le site web s'appelle Google et ce site, la première fonction de ce site, c'est de rechercher d'autres sites. Ok. Je vais retrouver ici, par exemple, le titre qui était défini dans mon élément de titre à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des choses à comprendre. C'est des éléments dans la balise head qui vont se retrouver un petit peu de partout. Ok, donc si on continue d'explorer un petit peu et que j'ouvre ma console, cette fois-ci, je ne vais pas aller dans éléments, mais plutôt dans réseau. Je vais conserver le journal et je vais me mettre sur tout afficher. Au moment de cliquer sur le lien, on va voir que le navigateur va faire plusieurs requêtes au serveur et que le serveur va m'envoyer des réponses pour que je puisse ensuite, en tout cas pour que le navigateur, lui, puisse interpréter finalement le site qui a été demandé. Donc là, je fais un premier appel. J'ai énormément de requêtes qui sont passées. Mais ici, par exemple, on voit bien le logo SVG, par exemple, qui est tout simplement le logo qu'on va retrouver à cet endroit-là. Je vais avoir donc des éléments d'image, mais je vais avoir également du code JavaScript. Je vais avoir donc une requête à ce niveau-là qui a été donc en succès. Ok, j'ai un élément vert qui est en fait un appel vers un serveur qui m'a renvoyé un fichier, puis 2 fichiers, puis 3 fichiers, puis plusieurs fichiers, en tout cas tous ceux qui constituent ce site internet. Et mon navigateur a donc récupéré tous ces éléments-là et a donc été capable d'interpréter le code qui avait été développé par le programmateur qui est ni plus ni moins que moi-même. Et ensuite, on a poussé ça pour que tu puisses avoir un affichage humain et voir un rendu humain. Mais lorsqu'on regarde le code source à proprement parler, ce n'est pas des images, mais c'est vraiment un code, d'accord ? Un langage de programmation qui, mis bout à bout, crée une entité de site web. Ok, donc le navigateur possède une console qui va beaucoup nous aider à communiquer avec notre code et à vérifier, à constater des informations. Alors, maintenant qu'on a terminé un petit peu la partie théorie, je te propose de réaliser un court exercice pratique pour appuyer un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, ici, on va créer une page web basique et interactive. Alors, je te l'ai montré tout à l'heure avec un site web. Ici, on peut en voir un autre. On va évidemment pas créer un site web aussi important parce que ça prendrait des heures. Ici, on va réviser des concepts, donc on va faire des choses très basiques, très simples, mais avec pour objectif de mieux comprendre et interpréter ce qu'on vient d'apprendre. Donc l'objectif pour nous, ça va être de créer une page web simple en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Puis on va essayer de comprendre comment cette page sert de base pour une future application React, justement. Alors, les instructions de notre exercice pratique vont être très simples. On va utiliser le HTML pour créer une page avec une en-tête, un paragraphe et au moins un bouton. Ça va être notre base. Le CSS, lui, va nous permettre d'appliquer un style à la page. On va justement l'utiliser pour changer la couleur de fond, centrer le contenu et styliser un petit peu le bouton. Et le JavaScript, lui, va nous permettre donc, grâce au JavaScript, on va pouvoir donc ajouter un script pour que le texte, par exemple, du paragraphe change lorsqu'on clique sur le bouton. En bonus, tu as la possibilité, si tu veux, de t'entraîner chez toi ensuite et d'ajouter un élément interactif supplémentaire. Moi, je te montrerai deux éléments pour qu'on puisse travailler et jouer un petit peu ensemble. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour coder, il va te falloir un éditeur de code. Je te propose de télécharger Visual Studio Code pour commencer. Télécharge la version qui t'intéresse et on se retrouve tout de suite dans le logiciel. Allez, c'est parti. Si tu es prêt, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va ouvrir le dossier de la formation. Je vais me rendre dans l'épisode 1. Donc, moi, j'ai déjà un élément. On va ouvrir ça
comme ça. Et on va essayer de reprendre un petit peu cette base, on va essayer de le réécrire ensemble. Alors pour ça, on va créer un nouveau document. Donc on va simplement se mettre à ce niveau-là. Nouveau fichier, on va l'appeler index-2.html. Et on va appuyer sur Entrée. Donc ça va me permettre d'ouvrir un nouveau document. Si je regarde ici, dans mon dossier, j'ai bien mon épisode 1 et j'ai bien mes 2 documents. Allez, c'est parti, on est prêt à travailler. Donc on va commencer par écrire la syntaxe de base d'un document HTML. Ensuite, on va ouvrir une balise HTML où on voit d'ailleurs, on me fait une proposition d'attribut langue. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va le mettre en français, par exemple. Et on va fermer cette balise. À l'intérieur, on va créer nos 2 balises fondamentales, d'accord, qui va être le header et qui va comprendre tout ce qui va être contenu dans l'entête et la balise body. Ça, tu connais. Dans notre header, on va installer une première balise de titre qui va s'appeler title, dans lequel on va pouvoir indiquer le titre qu'on souhaite à notre page web. Donc ça sera par exemple ici révision, formation, React.js. Ok, on y va cool, on y va tranquille. Alors ensuite, dans le body, on a vu tout à l'heure, dans notre démonstration, qu'on pouvait ajouter un premier titre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre une balise H1 et on va écrire exercice pratique. Ça sera entre guillemets le titre le plus important de notre page, mais ici on est en train d'écrire dans la balise body, donc ça c'est visuellement quelque chose qu'on va voir au niveau de notre site. Ici c'est plutôt la partie qui va être réservée à l'entête du site. Il ne se verra pas nécessairement, hormis ici le titre qui se verra dans l'onglet, et on l'a vu dans Google. Alors, on peut aller plus loin parce qu'on va interagir avec un paragraphe, hein, c'était notre objectif. Donc ici, je vais créer une balise P. Et à l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est mettre du lorem ipsum. Alors, lorem ipsum, très connu des designers et des développeurs, c'est simplement du faux texte écrit en latin qui nous permet en fait de créer des zones de texte pour matérialiser l'espace sans se prendre la tête à devoir écrire un texte réel, d'accord? C'est pour mettre en condition les choses. Ici, on te l'explique, le lorem ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Donc, lorem ipsum, très intéressant. Je pense que tu connaissais quand même. On va revenir au niveau de notre paragraphe et on va simplement coller notre paragraphe. OK? Alors, si je reviens un petit peu sur notre instruction, donc créer une page avec une en-tête, un paragraphe, et donc maintenant créer un bouton. Alors pour créer un bouton, encore une fois, on va utiliser la balise button. Ok, donc ici on est sur du HTML, hein, je reprécise. Button, et ici on va par exemple avoir une première action qui va être changer par exemple le texte. On va mettre ça. Je crois que c'était le but de l'exercice. Changer le texte. Ici on a un bouton. Donc notre langage HTML ici nous a permis de créer une structure, d'accord, un squelette de site web. Je vais sauvegarder avec CTRL S, on voit que le point ici a disparu, et je vais me rendre ici dans mon dossier, je vais ouvrir, donc ici on travaille sur index 2, je vais ouvrir index 2, donc soit je double-clique, soit je l'ouvre avec Google Chrome si je veux l'ouvrir avec un navigateur en particulier. Voilà, j'ai mon site qui est représenté ici. J'ai un texte, un titre, pardon, un paragraphe et un élément bouton. Ici, si je viens récupérer mon inspecteur, j'ai exactement le code qui a été informé dans mon éditeur de texte. D'accord? Donc ici, on voit que la structure est beaucoup plus simple que ce qu'on a vu auparavant. C'est normal. Ici, on a vraiment peu d'informations, peu de code, mais ça nous permet de bien comprendre qu'ici, on fait référence au code source. D'ailleurs, petite chose qu'on pourrait voir, c'est qu'on a la possibilité ici de modifier le code source. Alors par contre, tu le modifies uniquement pour toi-même, d'accord? C'est pas quelque chose qui va être dispatché sur Internet. Là, on modifie le code source, mais uniquement pour nous. On n'est pas en train de modifier le site web de quelqu'un d'autre. Exercice pratique 2, par exemple. Je vais simplement indiquer ça. Ici, j'ai bien le 2 qui vient d'apparaître. Donc, je suis capable de modifier mon projet via la console éléments. Ça, c'est très intéressant parce qu'on le voit ici. Je vais avoir la partie HTML qui va être là et la partie style qui va être ici. J'ai la possibilité aussi de travailler sur le style, de faire des changements et de le voir directement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nous intéresser. Ok, je vais quitter ça et puis je vais me mettre un petit peu comme ça. Tac, tac. Et puis on va faire comme ça.
on voit un petit peu ce qu'on fait. Donc là, on a vraiment réalisé la partie HTML. On a vu tout à l'heure que la partie HTML, c'était le squelette et qu'on pouvait utiliser le CSS pour pouvoir donner un petit peu de design, une peau à notre site web. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va utiliser du CSS pour styliser un peu tout ça et avoir une apparence légèrement différente sans forcément aller chercher un truc de fou. Alors, pour intégrer du CSS à notre code HTML, on l'a vu tout à l'heure, on pouvait placer dans la balise head, ici, un élément de style. Donc, on va mettre une balise style et tout ce qui va être compris à l'intérieur de cette balise sera du style CSS. Le style CSS, lui, a besoin, c'est un langage de programmation qui est différent du HTML, donc on a besoin d'utiliser les syntaxes du CSS. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est qu'on a la capacité de cibler des éléments. Par exemple, ici, j'ai une balise body en ligne 9 qui se ferme en ligne 24. J'ai une balise body, donc je vais simplement sélectionner la balise body pour faire référence à cet élément-là de notre code et je vais ouvrir mes accolades, et fermer mes accolades. À l'intérieur de mon body, je vais donner une première instruction. Donc je vais par exemple demander à ce que le background color soit, par exemple, on va mettre, on peut mettre un gris, on va mettre un gray. Ça se verra bien. Je vais CTRL S pour sauvegarder mon code, très important. Puis ici, actualiser ma page. Je vois que le background de mon site est passé en gris. Alors, je peux lui donner quelque chose de beaucoup plus léger que ça, histoire qu'on soit ni sur un blanc, mais pas sur un gris qui soit très prononcé non plus. Ça me permet, voilà, en RGB, de pouvoir changer ma couleur. Donc ici, c'est une couleur RGB, mais je pourrais très bien avoir une couleur ici hexadécimale. Par exemple, je pourrais demander, si je fais dièse, si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je vais donner un code hexadécimal qui correspond à du gris. CTRL S, je vais avoir un gris qui va être différent. Donc moi, mon éditeur de texte, de code, me permet, de venir cibler un petit peu mieux. Ici, comme je suis sur un code hexadécimal, il va rester sur un code hexadécimal. Voilà, j'ai un gris qui est un petit peu plus blanc, mais qui n'est pas blanc. Alors, je peux faire exactement la même chose avec d'autres choses. Ici, on invente, clairement, pas en train de représenter quelque chose. Ici, je peux par exemple demander une couleur de texte qui va être, je sais pas, par exemple, brown. Ici. Et un alignement de texte, par exemple. Texte aligne, center. Ça va me permettre d'aligner le texte des H1 et donner une couleur de ces textes pour les H1. Donc comme je cible les H1, seul exercice pratique va être ciblé dans notre cadre d'usage. Donc je vais sauvegarder et actualiser ma page. J'ai bien donc mon élément qui est passé en couleur brown et qui est centré dans le corps de ma page. Alors on continue, on peut styliser également le paragraphe. Donc en ciblant P, je cible tous les paragraphes. Attention, si j'ai plusieurs paragraphes, je vais cibler tous les paragraphes de mon code. Je pourrais très bien donner un élément ID, ça on l'a vu tout à l'heure, à ce niveau-là. Ici par exemple, paragraphe, donc on va mettre 1. Donc je pourrais faire P, indiquer l'ID, alors je l'ai appelé para1, et lui donner une couleur, par exemple rouge. Ici, on va sauvegarder, de manière à cibler uniquement le paragraphe, le paragraphe 1 ici, et ne pas cibler l'entièreté de tous mes paragraphes. Si, par exemple, je viens uniquement cibler l'entièreté des paragraphes, alors là, je vais affecter tout le monde. D'accord? Donc le CSS, en fait, a cette particularité de pouvoir sélectionner avec précision. Mais il y a quand même une combinaison avec le HTML à connaître, c'est-à-dire qu'ici, si je ne donne pas des classes ou des ID, je ne pourrai pas cibler à proprement parler les éléments que je souhaite modifier. Okay? Ça, c'était un petit aparté. Donc on va donner une suite de propriétés à notre paragraphe pour pouvoir le styliser. Donc déjà, je peux lui indiquer une valeur de largeur en pourcentage, par exemple, 90%. Je peux également lui donner des notions d'alignement, pareil que pour les textes, avec un alignement center, par exemple. Je peux lui demander une margine, donc une petite marge sur les côtés de 0
en auto pour qu'il puisse se centrer. Je vais sauvegarder et déjà voir un petit peu les résultats qu'on obtient. Donc on a un paragraphe qui va être centré, avec un texte qui va lui-même être centré aussi, et qui va prendre une largeur de 90%. Alors comment est-ce qu'on peut matérialiser un petit peu la largeur ? Ce que je te propose, c'est d'ajouter un petit background color pour qu'on y voit quelque chose. On peut mettre du white puisque derrière, on est sur un fond légèrement gris. Si je sauvegarde et que j'actualise, on voit bien la représentation de mon paragraphe qui maintenant est représenté par ce carré blanc. On voit bien qu'il prend que 90% de la taille de ma page. D'accord ? Et ça, peu importe la taille que va prendre ma page. Allez, on continue. On peut lui donner encore quelques notions pour le customiser un petit peu. Donc la marge, elle, va être représentée sur l'extérieur de mon carré. Le padding, lui, va plutôt comprendre la marge intérieure de mon rectangle. Donc ici, je peux ajouter par exemple un padding de 20 pixels. Sauvegarder. Et on voit... Alors, je fais une petite erreur. Ici, je suis allé un peu vite. On va prendre ça. Hop. Et je peux sauvegarder. Je peux sauvegarder et actualiser. On voit qu'ici, j'ai une marge maintenant, mais intérieure. Donc pareil, tu vois, si je modifie la largeur de mon élément à 50%, on voit que je vais comme ça pouvoir commencer à dessiner un petit peu ce que j'ai envie de faire. Allez, on continue. On peut lui donner une font size. Comme ça te permet de voir pas mal de possibilités. Ici, on va se mettre à 15 pixels. Donc ça sera la taille du texte. On peut évidemment lui demander une couleur. Color. Donc on peut partir sur du black, d'accord ? On peut l'écrire comme ça. On peut aussi l'écrire en hexadécimal. Donc le noir, c'est 6030. Et puis on peut aller chercher, pourquoi pas comme ça, quelque chose d'un tout petit peu moins noir. On va sauvegarder. Voilà, j'ai quelque chose qui est représenté un petit peu différemment. Je peux même, pourquoi pas, arrondir un petit peu les angles de mon rectangle. Ça te montre que vraiment tout est possible. On va utiliser la propriété border radius. Et on va lui demander un simple border de 5 pixels, par exemple. Et on va sauvegarder. Donc là, tu vois qu'ici, on a arrondi les coins, les angles de notre élément rectangle. On pourrait lui mettre de l'ombre, on pourrait faire énormément de choses. C'est comme ça qu'on va justement créer notre site internet via le style CSS. Alors pour gagner du temps, je vais aller chercher la fin du bouton. On ne va pas tout refaire ensemble parce qu'on perd juste du temps pour rien. Ici, on va donc cibler le bouton. On va lui donner tout un tas de propriétés pour qu'il ait un style. Et ici, on va, par exemple, jouer sur le hover pour qu'au survol de ce bouton, la propriété background color qui a été définie en brown ici, change et soit légèrement orangée. Je vais sauvegarder ça et je vais te montrer tout de suite. Ça nous permet d'avoir un style sur un bouton. Et quand je le survole, j'ai une couleur différente. OK ? C'est bien pour le CSS. On a beaucoup passé ça en revue. Et je te propose d'attaquer un petit peu la partie JavaScript. Alors, la partie JavaScript, il était question d'ajouter un script pour que le texte du paragraphe change lorsque l'on clique sur le bouton. Donc, on a déjà vu l'exemple ensemble, on va le faire, ça va nous prendre 3 minutes. Alors, revenons sur notre projet. On a la possibilité d'écrire du script JavaScript dans notre code HTML, soit dans la partie head, soit dans la partie body. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la partie body, ici, juste en dessous. On va ouvrir une balise script. Et ça va nous permettre d'écrire avec le langage de programmation JavaScript à l'intérieur. Donc vraiment, comme on l'aurait fait avec le style CSS à ce niveau-là. Donc on va créer un premier outil, ça sera une fonction qui nous permet de changer un texte. Donc on va utiliser l'appellation function. On va appeler cette fonction comme on le souhaite. Donc il est de rigueur d'appeler nos fonctions selon ce qu'elles font, pour qu'on puisse comprendre au niveau de la programmation quelle va être la fonction jouée. C'est mieux de l'appeler par ce qu'elle fait. Et on va utiliser les parenthèses. On va ouvrir des accolades et à l'intérieur, on va indiquer ce que doit faire la fonction qui s'appelle changeText. Donc ici, on va lui demander de cibler document, d'accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, get element by ID. Et ici, on va faire référence à un ID qu'on va appeler, je ne sais pas, pour le test, on va appeler ça démo. J'ai pas d'inspiration. On va appeler ça démo et on va utiliser inner.html pour modifier le texte, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on va par exemple, bêtement, remplacer le texte par Hello World.
Donc ça, c'est notre outil. C'est pas nécessairement ce qui va jouer la notion de changer le texte. Ici, c'est notre tournevis, d'accord? On l'a constitué dans notre boîte à outils. Donc on a dit qu'on ciblait un élément ID démo qu'on n'a pas encore introduit. Donc pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'élément qui s'appelle démo, donc on ne cible rien, tout simplement. Donc notre outil ne fonctionnera jamais. Pour qu'il fonctionne, il va falloir qu'on lui donne un ID, par exemple, à notre paragraphe, et ici, on va l'appeler démo. Donc maintenant qu'on a un ID démo, on va pouvoir cibler ce texte-là. Comme cette fonction est censée changer le texte qui est compris dans cet ID démo, dans ce paragraphe, et qui est censé le remplacer par Hello World, maintenant ça va fonctionner. Alors évidemment, pour qu'on utilise l'outil, il faut qu'on définisse quelle va être l'action qui va déclencher cette fonction qui va utiliser cet outil. Donc c'est plutôt bouton qui va utiliser l'outil. On va simplement lui demander à ce qu'au clic, parce qu'on pourrait demander au survol du bouton par exemple. On va lui demander qu'au clic, et ben on joue tout simplement la fonction que nous avons appelée changeText. Donc on va y aller comme ça, changeText, et on va la jouer avec les parenthèses. Je vais sauvegarder, on va actualiser la page, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc concrètement, là, le JavaScript, pour le coup, n'a pas eu d'incidence directe sur ce qui s'est passé. D'accord ? Mais il fallait quand même actualiser la page, c'est très important. Si tu ne l'actualises pas la page, ton navigateur, lui, à chaque fois que tu actualises ta page, d'accord, il fait référence au code qu'il a demandé. Donc, comme le code a changé, lui, il avait l'ancien code. Donc il n'avait pas la notion de JavaScript. Donc c'est possible que ton navigateur n'interprète pas ce que tu viens de faire si tu n'as pas actualisé ta page. Ça, c'est le concept de requête et de réponse. À chaque fois que tu actualises ta page, c'est comme si tu demandais le fichier du site. Comme le fichier du site a changé, il te renvoie le site avec les nouvelles modifications, évidemment. Donc je vais simplement maintenant cliquer sur changer le texte. Et là, je vais effectivement, mon code JavaScript, d'accord, qui est complètement transparent ici. D'accord, le code JavaScript, concrètement, ne fait pas partie du HTML, d'accord, ce n'est pas le squelette, c'est pas quelque chose qu'on voit à proprement dit. C'est vraiment une logique d'application qui nous a permis de créer une petite dynamique à notre site. C'est-à-dire qu'on a pu donner une possibilité de changer le texte simplement en cliquant sur un bouton avec un code de base qui est plus ou moins léger, standard et assez simple à réaliser. D'accord ? Donc trois éléments, 3 informations. La première chose, construire une fonction qui va créer quelque chose. Évidemment, on va cibler quelqu'un, on est obligé de cibler quelque chose. On aurait pu cibler P directement, mais ça aurait impacté tous les paragraphes de notre site. Ici, on a simplement mis un ID pour pouvoir donc sélectionner un élément sur lequel intervenir. Et ici, on a un bouton qui, suite à une action, va jouer une fonction, utiliser l'outil. C'est vraiment très simple, d'accord ? C'est un concept de base. Comme on l'a dit dans la formation, tu peux en bonus prendre 3 ou 4 minutes pour ajouter un élément interactif supplémentaire. Je vais le faire avec toi, ça t'intéresse, mais tu peux aussi chercher des choses par toi-même à ce stade et commencer à travailler un petit peu par toi-même. C'est très important que tu fasses ce genre de démarche de ton côté pour pouvoir manipuler à la fin de chaque épisode. On revient sur le projet. Je vais avoir par exemple la possibilité de prendre ce bouton-là. Je vais le dupliquer 2 fois de manière à avoir 3 boutons. Ici, par exemple, j'aurai une fonction qui va me permettre de changer la couleur. Ce sera une première dynamique. Changer la couleur. Et puis ici, par exemple, on va afficher une alerte. Donc ça, je te rappelle que c'est le bouton. C'est ce qu'on verra dans notre interface utilisateur. D'ailleurs, si je sauvegarde et que j'actualise, j'ai bien 3 boutons. Un qui va changer le texte, un autre qui va changer la couleur, et un autre qui va afficher une alerte. Sauf que tous utilisent la même fonction, le même outil qui change le texte. Donc peu importe sur quel bouton je clique, je vais tout simplement changer le texte. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on va créer d'autres outils pour créer d'autres choses et on assignera ces nouveaux outils à chacun des boutons qui réalisent la tâche en question. Donc, je vais écrire une deuxième fonction, par exemple ici qui sera change et qu'on va appeler color. Hop. Tout simplement. Ici, on va toujours cibler le même élément, d'accord, démo. À la différence qu'ici, on va utiliser autre chose. On va utiliser style et color pour pouvoir, à ce niveau-là, changer la couleur en bleu. Donc je vais mettre bleu. Ici, mon élément change color, mon outil, je vais l'indiquer au niveau du bouton qui se charge de changer la couleur, tout simplement. Voilà, je vais sauvegarder, je vais actualiser.
J'ai bien un bouton changer la couleur qui va changer la couleur de mon texte. Donc on voit qu'on est capable à la fois de faire apparaître et disparaître des éléments, mais on a aussi la possibilité d'agir sur le style CSS qui a été défini, puisque le style des CSS qui avait été défini pour le paragraphe était d'avoir une couleur qui représentait ce code hexadécimal. Donc on voit qu'on a pu changer dynamiquement notre interface utilisateur qui est représentée ici sur mon navigateur. Je vais actualiser la page. CTRL-I, je vais mettre un petit peu plus de place pour qu'il voit quelque chose. Ici, tu vois, je t'expliquais qu'on pouvait retrouver dans la console et dans les éléments la structure, le squelette de l'HTML, mais on pouvait également avoir le style CSS. Donc on n'en avait pas, mais maintenant qu'on en a, on peut voir des choses. Par exemple, si je désactive la règle qui nous imposait un gris assez clair sur notre body, on voit bien la différence. Donc je peux aussi intervenir sur le CSS. Ici, par exemple, je pourrais lui demander du rouge. D'accord ? Je reviens en arrière, ici. Donc, si je prends mon paragraphe, je clique dessus, je vais avoir à la fois des informations qui vont comprendre des informations, disons, de base, d'accord, c'est la feuille de style réglementaire, parce qu'il y a un style CSS de base, hein, on l'a vu tout à l'heure, avant même qu'on ait du style, on avait un H1 qui était un peu plus gros, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais le texte était noir, le background de la page était blanc, ça c'est tout des choses qui sont définies par défaut en fait, et puis que tu viens surcharger toi-même avec tes propres règles. Donc ici par exemple on a une couleur qui est définie à ce niveau-là. Ici je vais cliquer sur changer la couleur, et on voit bien que le style de la couleur a été désactivé, et on a surchargé ça en JavaScript avec la couleur bleue. C'est la raison pour laquelle on a ce changement-là. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire aussi, hein. Je clique ici donc sur mon paragraphe, je viens donc j'ai une couleur, je viens ajouter un élément style ici qui paraît, par exemple pourrait être color red, et si je sauvegarde, j'ai bien un changement de ma couleur et j'ai bien une désactivation de cette règle-là. Je peux désactiver des règles si j'ai envie de faire des tests, faire des essais. Ok ? Voilà, là on manipule, on s'amuse un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait créer un nouvel élément dynamique, un dernier pour la route, et puis ensuite je te laisse travailler de ton côté. Ici, on va se mettre à ce niveau-là. On va créer une nouvelle fonction, qui va être légèrement plus simple. On va créer une fonction, comme ça, function, qu'on va appeler showAlert. On va ouvrir les accolades et c'est à l'intérieur qu'on va définir quelle va être l'action de cette fonction. Ici, ça va simplement être un outil qui va nous permettre de déclencher une alerte qui aura le texte Hello World. CTRL S. J'ai un petit souci, c'est que j'ai oublié mes parenthèses. CTRL S pour sauvegarder. Et puis bien sûr, l'outil, on va l'assigner à celui qui permet d'afficher une alerte. Ici, Show Alert. Allez, je sauvegarde, j'actualise ma page. Si je clique sur changer le texte, j'ai Hello World qui apparaît. Si je change la couleur, il apparaît en bleu. Et si j'affiche une alerte, j'affiche une alerte. Cette page indique Hello World. J'aurais pu mettre, cette page indique erreur, votre mot de passe n'est pas attribué, ou ce que tu veux. Mais tu comprends que, voilà, le HTML va être le squelette de notre application, le CSS va nous permettre de pouvoir le styliser, et le JavaScript va nous permettre d'interagir avec notre application. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et que tu es hypé pour la suite. La suite arrive très très lourd, on va commencer à programmer avec du React. On va commencer à s'amuser, alors je te propose vraiment de t'abonner, de laisser ton meilleur like. Laisse-moi toujours des petits commentaires, ne serait-ce que pour me remercier, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet d'avancer. D'ailleurs, je félicite et je remercie tous ceux qui se sont prononcés sur la première vidéo d'introduction. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois des petits messages de mecs qui me disent « content de te retrouver ». Ça fait vraiment plaisir. Moi, je prends plaisir à vous former, donc faites-moi plaisir aussi, essayez de me pousser un petit peu vers le haut pour que l'algo de YouTube référence un peu mieux mes vidéos et que mon travail soit récompensé. Eh ben, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à tout de suite pour le second épisode. Salut, ciao.